En ce moment même, quelque chose dans ta tête peut éteindre la partie pensante de ton cerveau en moins d'un dixième de seconde. On ne te demandera pas ton avis. Tu ne le remarqueras même pas. Et pendant ce moment-là, ce n'est plus vraiment toi qui commande. Ça s'appelle la peur. C'est le système le plus ancien, le plus rapide et le plus facile à détourner que tu possèdes. Voilà le point gênant. La peur a été construite pour te garder en vie dans un monde de prédateurs et de falaises. Mais cette même machine, inchangée, est aujourd'hui braquée sur l'écran de ton téléphone, sur ton fil d'actualité et sur les mots de quiconque veut quelque chose de toi. Alors démontons-la. Voici comment la peur fonctionne vraiment, en 7 morceaux. Et à la fin, tu verras pourquoi ce qui a évolué pour te protéger est devenu le levier le plus facile à tirer au monde. Numéro 1. Les 2 routes. Quand quelque chose de menaçant atteint tes sens, le signal ne monte pas droit à ta conscience. Il se sépare et prend 2 routes à la fois. La route lente monte jusqu'au cortex, le cerveau qui pense et qui calcule soigneusement ce que la chose est vraiment. Ça prend du temps. Peut-être une demi-seconde. Dans une vraie urgence, une demi-seconde, c'est trop long. Il existe donc une route rapide. Elle file droit vers une petite structure en forme d'amande, enfouie dans le cerveau, l'amygdale. Cette route saute complètement l'étape de la réflexion. Elle est grossière, elle est floue et elle est rapide. L'exemple classique, tu vois une forme courbe sur le chemin et tu bondis en arrière avant d'avoir décidé quoi que ce soit. La route rapide a vu serpent et elle a tiré. Un battement de cœur plus tard, la route lente arrive et dit « Détends-toi, c'est un bâton ». Tu as senti la peur avant d'en connaître la raison. Ce n'est pas un défaut. Dans la plaine, celui qui attendait d'être sûr se faisait manger. Tes ancêtres étaient les nerveux. Tu as hérité d'un cerveau qui tire d'abord et vérifie ensuite. Numéro 2. La prise de contrôle. Une fois que l'amygdale décide qu'il y a une menace, elle ne demande pas la permission. Elle prend le corps en main, dans l'ordre, en une fraction de seconde. Elle envoie un signal à tes glandes surrénales. L'adrénaline se déverse. Ton cœur s'emballe. Ta respiration devient courte et rapide. Le sang quitte ta peau et ton ventre et se jette dans les gros muscles de tes bras et de tes jambes. Tes pupilles s'ouvrent pour laisser entrer plus de lumière. Ta digestion s'arrête, parce que digérer le déjeuner n'a aucun intérêt si c'est toi le déjeuner. C'est la réaction combat ou fuite, magnifiquement conçue pour une seule chose: survivre aux 10 prochaines secondes face à une menace physique. Mais regarde ce qu'on a éteint pour y arriver. La même chimie du stress qui alimente tes jambes baisse discrètement le cortex préfrontal, la partie de toi qui planifie, qui raisonne et qui pèse le long terme. Sous une vraie peur, tu es mesurablement moins bon pour penser des choses compliquées. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la conception. Dans l'urgence, le cerveau décide que la réflexion profonde est un luxe qui ne peut pas se payer, et il lui coupe le courant. Retiens bien ça. Un cerveau effrayé, c'est un cerveau dont le raisonnement est baissé. On reviendra sur pourquoi c'est si important. Numéro 3. Tu as peur des mauvaises choses. C'est ici que le vieux système commence à se tromper dans le monde moderne. Ta peur a été réglée pour un monde qui n'existe plus. Elle est accordée aux menaces soudaines, visibles, violentes et causées par quelque chose qui a un visage. Un prédateur. Un ennemi. Un serpent. Elle est presque aveugle aux menaces lentes, invisibles, statistiques et ennuyeuses. Et ce sont exactement celles qui ont le plus de chances de te faire du mal. Alors les gens sont terrifiés par les requins et les crashs d'avions qui n'arrivent presque jamais, et tranquilles avec la voiture, le sucre et leur tension qui tuent des millions de personnes en silence. On craint le terroriste, pas l'escalier. La mort rare et spectaculaire paraît proche. La mort banale et fréquente paraît lointaine. Mais-y de vrais chiffres. Un requin tue une poignée de personnes par an, dans le monde entier. Le moustique en tue des centaines de milliers. La noix de coco qui tombe, le distributeur de boissons, l'escalier de la maison. Chacun tue plus de gens que les requins, et aucun ne fait monter ton pouls. Parce qu'aucun n'est spectaculaire. Aucun n'a dedans ni de musique de film. Après une catastrophe très filmée,
énormément de gens ont refusé de prendre l'avion et ont pris la voiture à la place. La voiture est bien plus dangereuse que l'avion, au kilomètre. Des chercheurs ont estimé que ces trajets en plus, choisis par peur du ciel, ont tué largement plus de 1000 personnes qui seraient encore en vie. La peur ne les a pas sauvés. C'est la peur qui les a tués, en les détournant du risque ennuyeux vers le vrai. Les psychologues appellent ça le biais de disponibilité. Si ton cerveau peut se le représenter facilement, ça paraît probable. Et rien ne charge une image dans ta tête aussi efficacement qu'une histoire frappante, répétée souvent, avec un visage effrayé collé dessus. Autrement dit, ton idée de ce qui est dangereux ne vient pas des vrais chiffres. Elle vient des images qu'on t'a passées le plus souvent. Et quelqu'un choisit ces images. Numéro 4. Le mauvais est plus fort que le bon. Ton cerveau ne pèse pas le bon et le mauvais à égalité. Il ne l'a jamais fait. Une menace passe avant une récompense, à chaque fois, parce que le prix des erreurs n'est pas le même. Rate un morceau de nourriture, et tu as faim pendant 1 heure. Rate un prédateur tapis, et tu es mort, pour toujours, sans descendance. L'évolution est impitoyable sur cette asymétrie. Le cerveau a donc appris à traiter le mauvais comme plus fort, plus net et plus urgent que le bon. Ça se mesure. Un visage menaçant saute hors d'une foule plus vite qu'un visage amical. Une perte fait environ 2 fois plus mal qu'un gain équivalent ne fait plaisir. Un commentaire cruel peut peser plus lourd que 10 gentils, et c'est le cruel que tu repasseras la nuit. C'est le biais de négativité, et il a une conséquence énorme. L'information qui fait peur est tout simplement plus captivante que l'information qui rassure. La mauvaise nouvelle t'attrape. La bonne nouvelle glisse. N'importe quel système qui vit de capter ton attention, une rédaction, un fil, un politicien, le découvre en quelques jours parce que les chiffres le lui disent aussitôt. La peur marche. Le calme, non. Alors la machine apprend, sans que personne ait besoin d'être méchant, à te servir ce qui t'effraie. C'est simplement ce sur quoi tu cliques. Numéro 5. La peur se propage. La peur est contagieuse, et elle va plus vite que les faits. Regarde un troupeau. Un animal d'étale, et en un instant le troupeau entier court, et pas un seul ne s'est arrêté pour vérifier ce que le premier avait vu. Ce n'est pas de la bêtise. Un troupeau où chacun vérifie la menace lui-même est un troupeau qui se fait manger. Attraper la peur de tes voisins, aussitôt, sans preuve, c'est un avantage de survie. Tu as le même câblage. Tu lis la peur sur les autres visages automatiquement, en millisecondes, sous ta conscience. Une expression effrayée fait décharger ta propre amygdale avant même que tu aies vu le visage consciemment. On a même des indices qu'on signale l'alarme chimiquement, par l'odeur, et que les autres peuvent l'attraper. Nous sommes faits pour synchroniser nos peurs. C'est magnifique quand un vrai lion apparaît. C'est dangereux quand l'alarme est diffusée sur des millions d'écrans à la fois, parce qu'une population entière peut alors ressentir une menace exagérée, orientée ou fausse, et chacun la vit comme sa propre réaction sincère. Numéro 6. Et c'est celui-là qui doit rester avec toi. La peur te fait obéir. Rassemble les morceaux. Un cerveau effrayé a son raisonnement baissé. Il cherche une menace avec un visage. Il entend le mauvais plus fort que le bon. Et il est désespéré, chimiquement désespéré, que la peur s'arrête. C'est l'état le plus influençable dans lequel un humain puisse être. Et ce n'est pas un secret. C'est une recette, utilisée volontairement, depuis qu'il existe des gouvernants. Les étapes sont toujours les mêmes. D'abord, nommer une menace et la rendre vivante et proche. Ensuite, expliquer qu'elle vient pour toi, ta famille, ta façon de vivre. Enfin, se présenter comme la seule protection et faire passer ceux qui doutent de la menace pour dangereux eux-mêmes. Une population effrayée échangera presque n'importe quoi contre la promesse que la peur s'arrête. Des libertés, des droits, la méfiance envers ses voisins, des pouvoirs remis à qui promet la sécurité. Pas parce que les gens sont bêtes. Parce que leur cerveau fait exactement ce pourquoi il a évolué, dans un décor fabriqué pour le déclencher. Un philosophe, Thomas Hobbes, a dit tout haut ce qu'on pense tout bas, il y a 4 siècles. Avoir peur, disait-il, c'est être prêt à obéir. La peur et la soumission sont le même réflexe, vu des deux côtés. Et ça marche à toutes les échelles.
C'est le même levier, que ce soit un gourou qui prévient que le monde extérieur est un poison, une publicité qui te dit que ton corps est un problème que seul son produit règle, ou un escroc au téléphone. Agis dans la seconde ou tu perds tout. Le contenu change. Le mécanisme, jamais. Nommer une menace, la rendre vivante, la rendre urgente, puis se placer entre la personne et sa peur. Le cerveau effrayé, raisonnement baissé et désespéré d'être soulagé, attrape la main qui promet de tout arrêter. Numéro 7. Et voilà comment tu reprends la main. La bonne nouvelle existe, et elle est solide. Comprendre la machine, c'est déjà l'essentiel de la défense, parce que la machine ne marche que tant qu'elle est invisible. Commence par le plus simple. La partie qui résonne revient en ligne dès que l'alarme retombe. Donc la chose la plus puissante à faire face à une montée de peur, c'est attendre. Ralentis ta respiration, exprès, parce que la respiration lente est l'un des rares interrupteurs directs vers ton système d'apaisement. Laisse à la route lente le temps d'arriver. Presque toutes les peurs fabriquées sont conçues pour te faire agir tout de suite, avant que le cortex ne rattrape. Attendre est l'antidote. Ensuite, pose la question que la peur ne veut pas que tu poses. Non pas est-ce effrayant, mais est-ce probable? Passe de l'image frappante au chiffre réel. L'image, c'est ce qu'on t'a vendu. Le chiffre, c'est ce qui est vrai. Très souvent, ce n'est pas la même chose. Et guette le signe. Une vraie information veut que tu comprennes. La peur fabriquée veut que tu ressentes, et que tu le ressentes maintenant, et elle arrive presque toujours avec quelqu'un qui propose de t'en protéger. Quand ces trois choses arrivent ensemble, l'urgence, une menace avec un visage bien pratique, et un protecteur, tu ne regardes pas une information. Tu regardes un levier, et ta peur en est la poignée. Alors voilà où tout ça te laisse. La peur n'est pas l'ennemi. C'est l'une des plus brillantes choses que l'évolution ait construite, et au bord d'une vraie falaise, dans une vraie urgence, elle te sauvera la vie sans rien demander, et tu lui diras merci. Mais ce même vieux réflexe, celui qui tire avant de penser, qui craint le frappant plutôt que le probable, qui s'attrape dans la foule et qui fait taire la raison, est aujourd'hui entouré de gens et de machines qui savent exactement comment le déclencher, et qui gagnent de l'argent à chaque fois. Tu ne l'éteindras jamais. Ce n'est pas le but. Mais tu peux apprendre à sentir qu'on tire la poignée. Apprendre à repérer la montée, respirer, attendre, et demander le chiffre au lieu de l'image. Le cerveau effrayé obéit. Le cerveau qui comprend sa peur, lui, choisit. Et ce choix, aussi discret soit-il, est l'une des choses les plus puissantes que tu aies. Si ça change ta façon de lire le prochain titre, abonne-toi. De la science, chaque semaine.